Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, car il est déjà 17h40. Alors, je vais poursuivre la lecture de cet ouvrage. J'ai l'impression donc de vous faire la lecture comme un liseur professionnel, un lecteur plutôt, un liseur c'est moche, plutôt un lecteur professionnel pourrait le faire. Ou ça me rappelle également une autre situation dont je parlerai dans un prochain opuscule, je ne sais pas quand je le ferai, tellement j'ai de projets et notamment l'octroi de tiers, j'ai avancé d'ailleurs. Ça me rappelle quand Mademoiselle Bourdin, en 10e ou CE1, nous lisait les aventures de Jojo Lapin, d'Enid Blyton. Mais moi, donc, je vais vous lire les aventures d'Elena Gianni Bellotti, enfin c'est l'auteur, qui raconte Du côté des petites filles, ouvrage paru initialement en 1973. Allaiter donne un certain plaisir érotique suscité par l'excitation des mamelons par le nourrisson. Il semble plus acceptable, plus normal, entre guillemets, que cette excitation soit le fait d'un petit mâle plutôt que le fait d'une fille, même si de nombreuses femmes nient que ce plaisir existe. C'est pour rappeler, vous vous souvenez peut-être dans la fin de la précédente vidéo, que j'avais parlé de l'allaitement que les mères interrompaient plutôt pour les filles. Voilà, c'est la suite. Je précise cela parce que sinon ça va être difficile à comprendre pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, qui ne l'auraient pas écoutée ou qui l'auraient oubliée. Les garçons sont, dit-on, plus voraces que les filles. Entre parenthèses, cela signifie qu'on attend qu'ils le soient. Et il est bien connu que la production du lait est étroitement liée à la demande du bébé. Plus il tète et plus la production du lait augmente. Je vous ai dit au début de la première vidéo que ce discours était obsolète, mais je me demande jusqu'à quel point il l'est. Mais moi, il faut toujours interpréter mes propos, vous savez. Les petites filles sont le plus souvent sevrées plus tôt que les garçons, dans la mesure où la mère ne semble pas tirer grand plaisir à les allaiter, pas plus que ne paraît considérer l'allaitement comme indispensable à une bonne croissance. Il est compréhensible qu'elle cesse de le faire en toute tranquillité. Alors là, c'est un extrait de Irène Lésine qui déclare la chose suivante. On supprime le biberon aux petites filles le 12e mois en moyenne, le 15e mois aux garçons. La durée de la tétée est plus longue pour les garçons, à 2 mois 45 minutes, 25 minutes pour les filles. Au biberon, 8 minutes pour les filles à 6 mois et 15 minutes pour les garçons. Alors, les petites filles deviennent indépendantes avant les garçons et aussi qu'elles éprouvent, on dit que les petites filles deviennent indépendantes avant les garçons et aussi qu'elles éprouvent moins de plaisir à sucer alors que les garçons sont des jouisseurs. Bonjour les stéréotypes, Soumettre l'enfant, cette tentation de soumettre l'enfant est bien plus forte quand il s'agit d'une fille. Le garçon, aussi petit et inapte qu'il soit, est déjà le symbole d'une autorité à laquelle la mère est elle-même soumise et souvent avec bonheur. Dans le cas des petites filles, au contraire, la rapidité des tétées nous semble imputable aux pressions maternelles répétées. Tous les moyens leur sont bons pour signifier à leur fille « dépêche-toi ». Alors les filles, toujours, le dressage leur est imposé dans les premières semaines par les moyens dont nous avons parlé et qui deviennent très vite inutiles car l'enfant devient plus rapide. On parle de dressage, les filles. Alors, le nouveau-né apprend très vite, à de nombreux signes, s'il lui est permis de s'abandonner tranquillement au plaisir du repas ou si ceux-ci lui sont interdits. La tension musculaire des bras, la position dans laquelle on le tient, les préliminaires du repas, la façon dont il se déroule, la rapidité ou la lenteur des mouvements, qui, à un niveau plus profond, sous-tendent hostilité ou bienveillance. Il y a une manière de dire « dépêche-toi ».
Le nouveau-né perçoit très clairement le moindre malaise. Il cherche alors immédiatement à comprendre ce que l'on veut de lui pour tenter de s'y conformer parce que le malaise lui est intolérable. Comme nous l'avons dit, on estime que la voracité est une caractéristique des petits garçons, alors qu'il existe simplement des nouveau-nés voraces et d'autres qui ne le sont pas. Toutefois, l'avidité chez les petites filles est beaucoup moins tolérée. L'animalité, la volupté, la sensualité évidente de l'enfant qui s'accroche avidement au sein ou au biberon sont considérées comme normales chez le garçon, comme une preuve de son agressivité et de sa sensualité naturelle, entre guillemets, alors qu'on suppose que la fille, moins attachée au plaisir terrestre, a des appétits physiques beaucoup plus modérés, plus éthérés. Voyons, c'est une évidence. Alors qu'on n'intervient pas pendant la tétée pour modérer l'impétuosité d'un garçon, on interrompt une fille qui tète avec une avidité excessive en lui ôtant le sein de la bouche, en la faisant attendre. Une fille qui mangerait trop, on dit la chose suivante, elle va devenir une grosse dondon. Le désir physique est plus difficilement concédé aux filles. On doit toujours garder en tête que le petit enfant perçoit les intentions dirigées contre ses pulsions comme des actes d'hostilité dirigés contre lui tout entier et pas seulement contre une pulsion précise. Les nouveau-nés et les nourrissons tètent pour se nourrir, mais ils y tètent aussi l'estomac plein parce que c'est agréable. L'adulte exerce un contrôle moins grand sur l'usage du pouce étant donné que cela fait partie du corps de l'enfant et pour cette raison-là, justement, il le perçoit, qu'il en soit inconscient ou non, comme une première forme de masturbation, toujours considérée comme un vice aberrant. Là, ça date vraiment. Les raisons évoquées sont souvent des rationalisations d'impulsions plus profondes. La première de toutes les petites filles la première impulsion est que la tétine ou le doigt déforme le palais, chose qui pour des raisons esthétiques est jugée beaucoup plus grave et préjudiciable que pour les garçons. Objectivement, les dents en avant ne sont belles ni chez un garçon ni chez une fille. Pour la fille, considérée depuis son plus jeune âge comme l'objet qu'elle deviendra, la beauté physique est considérée comme très importante. Son manque est une véritable affliction pour la famille, tandis que pour le garçon, il l'est beaucoup moins. Ça, je crois que c'est encore vrai. En fait, on exigera des petites filles qu'elles se suffisent à elles-mêmes à un seul point de vue, celui qui consiste à ne pas dépendre des autres en ce qui concerne les petits faits quotidiens de caractère pratique, mais elles doivent en dépendre entièrement pour les choix les plus importants, comme la réalisation de soi-même. Elles doivent aussi mettre au plus tôt leur énergie psychique au service d'autrui. Du côté des petits garçons, le discours implicite des mères est différent. Tu peux faire ce que tu veux, c'est ton droit. Mais comme je suis disposé à rester à ton service, ne te détache pas de moi. Attitude qui au contraire reconnaît aux garçons le droit de faire des choix plus importants et de se servir de ce que d'autres mettent à sa disposition pour se réaliser. Les mères sont plus tolérantes envers les garçons, même lorsqu'ils salissent leurs culottes. On sait que les garçons sont moins propres, même quand ils sont plus grands. Mais on attend des filles qu'elles fassent leurs besoins le moins possible, qu'elles soient plus propres, qu'elles fassent attention, qu'elles aient plus de soins pour leur aspect et leur personne. Si un petit garçon est sale et négligé, cela semble dans l'ordre naturel des choses. Si c'est le cas d'une petite fille, c'est plus gênant et on lui attribue l'intention malveillante de ne pas vouloir rester propre. On laisse moins facilement une petite fille nue qu'un petit garçon, car on tend à lui inculquer depuis le début le sens inné de la pudeur. Il arrive souvent que les mères cachent la nudité d'une fillette nouvelle-née si des étrangers sont présents à la toilette, alors que cela se produit très rarement avec un garçon.
Au contraire, on se complaît à sa nudité et l'on fait des observations spirituelles et complaisantes sur ses attributs sexuels. Là, elle exagère un peu l'auteur. Là, elle fait allusion à des gens extrêmement vulgaires, hein, qui n'ont reçu aucune éducation, à mon avis. Mais enfin bon, c'est mon point de vue. On désire que la fille oublie qu'elle a un sexe, et cela pour le plus longtemps possible. Alors, Nora Gali de Parathesi établit un long répertoire d'euphémismes utilisés pour nommer, ou mieux, pour éviter de nommer l'organe sexuel du petit garçon. Pois chiche, chevillette, petit pois, haricot, petit pistolet, etc. Aux organes sexuels féminins, on ne cite aucun diminutif ou abréviation employée. Il est vrai que l'organe sexuel masculin est plus visible que l'organe féminin, et susceptible d'exhibitions qui suscitent l'hilarité, la curiosité, l'intérêt, comme c'est le cas par exemple lorsqu'un petit garçon urine à l'improviste, arrosant le visage de la personne qui est en face de lui, ou encore lorsque son sexe est en érection, phénomène qui se produit à un âge très précoce et qui suscite, dans certains cas, un embarras amusé, dans d'autres une franche gaieté et même des gestes pour palper, chatouiller la zone génitale et souvent des baisers. Alors là, je suis pas sûr que ça soit bien réaliste tout ça. J'ai du mal à le croire quand même. Hein. Là, ça décrédibilise un peu l'auteur là. Même si l'organe féminin est moins apparent, il existe pourtant, mais on l'ignore volontairement. En somme, la sexualité du petit garçon est montrée et acceptée, souvent même partiellement gratifiée, tandis que celle de la petite fille est passée sous silence, inexistante. La petite fille ne trouve rien d'aussi excitant. Alors là, attendez. Petit garçon et petite fille parviennent pourtant à la même période à s'amuser avec leurs organes génitaux en y trouvant un plaisir évident. Cependant, alors qu'on considère généralement cette activité avec une certaine indulgence chez un petit garçon, on la réprime durement dans le cas d'une petite fille. Bon là, je pense que ça a beaucoup vieilli aussi. Hein. Alors, il y a un préjugé selon lequel le garçon est naturellement doté d'instincts sexuels, beaucoup plus puissants que ceux de la fille, et que par conséquent ses activités érotiques doivent être tolérées, sinon franchement encouragées, alors que si la petite fille en manifeste, elle s'écarte en fait de la norme et il faut la tenir en bride. On peut parfaitement devenir une femme sans vivre sa propre sexualité, alors qu'on ne peut devenir un homme si on ne la vit pas pleinement. Les stéréotypes en font foi. Les mères reconnaissent elles-mêmes qu'elles sont plus sévères avec leurs filles. Je pourrais préciser que les mères sont plus sévères, rigides et exigeantes avec les filles, surtout lorsque ces dernières sont hypertoniques, c'est-à-dire actives, curieuses, indépendantes, bruyantes, très précoces dans leur mobilité, autrement dit quand elles présentent des comportements dont le caractère est considéré comme masculin. Et puisque ce caractère est le seul qui n'entre pas dans les stéréotypes, des interventions violentes sont faites pour qu'il ne reste plus à la petite fille qu'à manifester un type d'agressivité reconnu comme féminin, c'est-à-dire l'auto-agressivité, les pleurs prolongés, l'autocompassion. Dans le cas du garçon hypotonique, les interventions éducatives tentent à stimuler l'enfant le plus possible pour qu'il devienne plus vivace et plus agressif. Le garçon hypertonique, comme la fille hypotonique, est plus proche du stéréotype. Le garçon brise-tout est largement accepté. Au fond, on aime qu'il soit ainsi. La fille brise-tout ne l'est pas du tout. Son agressivité, sa curiosité, sa vitalité effraie et toutes les techniques possibles pour l'induire à modifier son comportement sont mises en œuvre. Voilà, je vais en rester là sur ce texte. Je vous dis à bientôt pour la suite. Je vous ferai la lecture, je pense, dans quelques jours. Bonne soirée à tous et à toutes.